Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette seconde partie de dernière journée au forum Paris Defense and Strategy. Alors cet après-midi, on va poursuivre notre réflexion autour des grands enjeux de défense et de stratégie qui rebattent les cartes de la place de l'Europe dans le monde. Pour affirmer son autonomie stratégique, l'Europe doit développer un outil industriel fort et indépendant. Alors est-ce que c'est vraiment le cas aujourd'hui? Est-ce qu'il est possible de penser une Europe entièrement indépendante des industriels américains? Pour explorer les relations complexes entre inertiel américain et européen, je vous propose d'accueillir notre prochain panel modéré par Amélie Zima, responsable du programme Sécurité européenne et transatlantique à l'Institut français des relations internationales. Cette séquence sera à la fois en anglais et à la fois en français. Donc si jamais vous avez besoin, nous avons nos casques de traduction for non-French speakers. If you need, you have headsets available for translation because we will be half French, half English. Amélie, c'est à vous. Alors, bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux pour ce panel donc qui va discuter des questions de coopération de défense transatlantique, des relations donc entre les États-Unis et l'Europe. Donc aujourd'hui, on va discuter des relations d'interdépendance et de compétition entre les industries américaines et européennes. La discussion est basée en fait sur un papier qui a été publié hier par l'IFRI, écrit par Ethan Kampstein, qui est professeur économiste, professeur à l'université de Princeton, Jonathan Caverly, qui est professeur à l'US Naval War College, Elie Tenenbaum, ici présent, directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI, et Léo Peria-Peigné, qui est chercheur à l'IFRI, qui n'est pas présent avec nous. Ce papier est disponible, nous avons quelques exemplaires ici si vous voulez le voir. Et donc, notre discussion va continuer. Allez-y, je vous en prie. Dépêchez-vous, dépêchez. Le papier, comme toutes les publications de l'IFRI, est disponible de toute façon sur notre site internet. Donc les questions principales qui vont animer notre discussion aujourd'hui sont les suivantes. Il n'y aura pas que celle-ci, bien sûr. Est-ce que l'Europe peut être un acteur majeur de l'industrie de défense mondiale en dépit de son hétérogénéité? Vous soulignez dans votre papier l'hétérogénéité des menaces, l'hétérogénéité des perceptions politiques des États européens. Est-ce que les États-Unis ont une telle supériorité technologique que l'Europe est forcément un junior partner face à eux et doit forcément compter sur les États-Unis pour s'équiper? Et est-ce qu'il est possible de trouver un modus vivendi entre le développement de l'autonomie stratégique européenne et la coopération avec les États-Unis? Et enfin, peut-être aussi, je pense, une question subsidiaire, c'est dans ce dialogue États-Unis-Europe, quelle place pour les nouveaux acteurs émergents? Je pense notamment à la Corée du Sud parce que, comme vous le savez, le programme de réarmement polonais est notamment basé sur l'industrie coréenne. Et enfin, évidemment, cette discussion se fait dans le contexte politique que l'on connaît, qui est celui de la deuxième administration Trump, un contexte de grande tension, un contexte aussi de défiance entre l'Europe et les États-Unis. Donc, au final, est-ce qu'il y a une chance pour une coopération de défense transatlantique équilibrée ou finalement doit-on avoir des chemins séparés? Et je cède donc en premier la parole à Ethan Kampstein. Merci Amélie, bonjour à tous. Je commence juste avec une petite notice. Les opinions que nous exprimons ici sont les nôtres et non celles des institutions avec lesquelles nous sommes affiliés. C'est bien sûr nos avocats qui demandent qu'on dise ça chaque fois qu'on donne un discours quelque part. Autre notice, si vous voulez, c'est nous ne venons pas ici comme les critiques de la politique de la sécurité européenne. Nous avons tous deux les attaches très très fortes dans le vieux continent. Pour ma part, je suis marié avec une Française, avec 4 filles françaises, 2 qui habitent ici, 2 petites filles qui habitent ici. Alors, pour nous, la sécurité européenne, ce n'est pas simplement un exercice académique, mais quelque chose que nous prenons avec le plus grand sérieux. Pourtant,
venant de loin, nous pouvons avoir une certaine perspective sur des questions critiques qui sont plus difficiles à voir quand les pieds sont poussés contre le mur. C'est la situation actuelle à l'Europe à cette heure, bien sûr. Alors, avec ça, je passe le parole à John. On va parler rapidement sur notre analyse de la situation. Et après, après Ali, on va prendre vos questions. Merci. Bonjour tous et toutes. Merci beaucoup pour cette invitation. Je crois que c'est mieux que je parle en anglais, s'il vous plaît. It's better for everyone. So I want to emphasize something very important that Ethan was saying. I am on leave. I am not representing the United States Naval War College. Ethan is saying that we're very pro-European. We're taking a pro-European stance with this. But I think I'm showing my American bona fides by the fact that I'm on vacation and I'm working, and my boss doesn't even want me to be here. So I think that's about as American as it gets. I'm also an American person who does work for the American military, so I really can't think without PowerPoint, so you'll have to excuse me. So there's our, I think we'll just go to the first slide. You just look at graphs. So, okay, no? Ça va? Okay, all right. So Ethan and I are trying to understand the role of the United States in Europe's completely understandable search for increased capability and increased strategic autonomy. This is not in dispute. This is absolutely necessary for Europe in light of the two giant demand shocks, which for the defense industrial base, which is the 2022 invasion of Ukraine and the policies of the current US administration. Now, so things are definitely going to change in the transatlantic relationship, and the defense industrial base will follow suit. But what Ethan and I are going to argue today is that nonetheless, Europe is likely to be, at least in the defense industrial base, is going to be basically structurally entrenched in what the Draghi report calls the middle technology trap. And there is going to be an asymmetric defense industrial relationship between the United States and Europe for generations to come. And given this, at the end, Ethan and I are going to suggest some pragmatic ways to manage this. Okay, so first, capability, just so we're all on the same page. Capability is having the means to defend yourself, all right, very important. And then autonomy is not having to depend on others for those means, whether it's the United States or any other country outside of Europe. And then the other thing we want to observe is right now for Europe, strategic autonomy when it comes to the means of defense is basically focused on production, so defense industrial production. Now, I assume everyone in the room is fairly familiar with the situation. Basically, when we think about why Europe has underperformed in terms of defense and defense industry, there's basically two major barriers that we talk about all the time. The first is underinvestment, the so-called peace dividend, right? The fact that the United States has been spending a larger percentage of its larger economy for a longer time on defense than Europe. And then the second one is economic and regulatory framework. This idea that the lack of a common market for defense products and economic nationalism in defense procurement are resulting in inefficiencies in kind of allocating resources to the capabilities that you actually need and purchase them in quantities that make sense, okay? And Ethan and I do not disagree with this. The thing about these barriers is they respond to threat. So if the threat goes up, countries are incentivized to lower these barriers by raising defense spending and lowering economic and regulatory barriers. And the nice thing about that, you get both more capability and more autonomy in the form of production within the European continent. Okay, so this is a slide, if you can't see it in the light, but basically, this shows the percentage of European defense spending relative to the United States defense budget. And as you could see, over the past few years, Europe is spending a higher percentage of the US defense budget overall. And in particular, it's investing very heavily in investment, in procurement, okay? And so there's clearly more capability coming online for Europe, and there's clearly some sense of strategic autonomy because there is going to be much more production that's going to be sourced in Europe. I think that's inevitable, and we don't seek to argue with that. But we argue that there's actually two other barriers to the European defense industrial base. But unlike
these first two we just talked about, the two barriers we're going to discuss now increase with threat. So the more threatening the environment you're in, the harder these barriers become, okay? And that's because threat does not only change how much you buy, but it changes what you buy and when you're buying it for, okay? So in terms of investment terms, when you're in a more threatening environment, when you have a well-armed enemy at your doorstep who's aggressive, when you have an ally who may not be as reliable as you thought they were, your discount rate goes up. You value future capability less than you do for the present. Okay, and this is encapsulated by the German Defense Ministry in April of 2023 said, with immediate effect, the factor time shall have the highest priority for the Zettenbinde. Okay, so let's talk about the two barriers. Given this idea that your time horizons shorten, right, your discount rate goes up when you're in a more threatening environment, okay? The first is political rather than economic fragmentation, okay? All right, it should not be in dispute that different countries in the European Union think differently about the threat of Russia, okay? And here, this is, if you can't see, it's basically it's a straight horizontal line from left to right, and that's basically the number of people in your country that approve spending more in defense is inversely correlated to how far away you are from Kyiv, okay? And that makes sense, right? So Poland wants to spend lots of money on defense. Countries that are further away are less interested in that, okay? And so what we argue is that this political division, this different sense of threat, is actually more profound and harder to fix than the economic nationalism that is usually the source of blame for defense industrial underperformance, okay? And what happens is there's actually a capability autonomy trade-off between these different views of threat, okay? That is, if you feel the threat very acutely, like Poland, you're going to spend more on capability, buying off the shelf. And if you have a large defense industrial base, you might have a nuclear umbrella, and you are further away from the action, all right, like this country here, right, you are going to actually, as Macron has been saying over and over again, encourage Europe to invest in strategic autonomy, invest in production. And you can see here, so this is France on the left, Germany in the middle, Poland on the right. Okay, not surprisingly, Poland spends a tremendous amount of money as a percentage of its budget on acquisition, all right, buying off the shelf not only from the United States, but as Emily said, from South Korea and other countries. Okay, France is much more extreme. Not only does it spend relatively a higher amount on research and development, right, but it is not. It's a lower percentage of what it spends on acquisition. Okay, and then Germany's somewhere in between, which kind of makes sense geographically and economically. Okay, and so again, as you can see, if you think about discount rates, right, if you value the present, if you value today over tomorrow, you're going to invest more in capability right now. And if you value tomorrow over the day after tomorrow, you'll invest more in production rather than research and development. As you can see, France is a little further away from the heat, and so it actually has the luxury to invest in research and development. And Ethan and I would argue that's a function of the threat environment that they're in. Okay? But the bottom line, this is the second barrier, is that no country in Europe, right, is thinking about the day after tomorrow right now. Just structurally, time horizons have changed so much, right, that you have to invest in capability now and production tomorrow, and you're underinvesting in research and development, okay? And so this is really the most important slide in our whole presentation, right? It's the idea that the blue lines are Europe, the red lines are the United States, and as you can see, the United States' investment as a percentage of its budget in procurement of buying stuff has basically been constant since the invasion, right? Its research and development has gone up. So if you think about this, right, research and development is cumulative, right? A small difference in investment a decade earlier has large effects on your ability to produce the cutting edge in the present. And so Europe, relative to the United States, has underinvested by hundreds of billions of euros for decades. Okay, these are giant gaps, and they're just expanding. Okay? So what we argue is that short of an absolutely unimaginable increase in defense spending, the research and development difference, the gap between the United States and Europe, is going to grow, and that's going to entrench the European defense industrial base into Draghi's middle technology gap. Okay? So you have a choice. You can either be dependent on the United States for some really important things,
Or you can be content with sort of second-tier kit, current generation weapons, but then you're also going to be facing fierce international competition because there's lots of other countries entering the market right now. South Korea, Turkey, Israel. It's a tough market to sell in, okay? All right, so I'm going to sum up. Okay, so we make 3 points. Raising defense spending and lowering economic barriers is absolutely essential for Europe. It is wonderful that this seems to be gaining momentum, and as pro-Europeanists, we think this is great. But the threat-driven political differences between these two, the countries in the European Union, all right, means that the capability autonomy trade-off is zero-sum. And you're not going to get a rational investment strategy that way, okay? And you have to think about that. That's a political and strategic problem. It's not an economic problem. It's not a matter of trade barriers. It's not a matter of juste retour. It's a matter of something much more profound. Okay, and then finally, the threat-driven focus on capability and autonomy makes long-term research investment daunting. Okay, so we have 3 pragmatic solutions, and then I'll get off the stage. Okay, first, Europe has a choice, but they have to choose a dependency. So you can be dependent on the United States long-term in terms of cutting-edge weapons, okay? Or you could maybe sacrifice buying off the shelf now to conserve resources to invest in research and development in the future. That's a dilemma. It's not a puzzle. That's something that has to be managed, but that is a conversation you have to have. We often talk about strategies making a choice between theaters or geographies, right? Strategy is also a choice of time, right? Is the threat now or is it far in the future? Okay, and I think Europe has to decide that. Okay, the second thing is accept the middle technology trap, okay? It's not a surprise that the threat from Russia is a very different threat than, say, the United States is preparing for in the Pacific. All right, so there's just qualitatively different needs that Europe has, which Ellie points out very convincingly in his paper. So you can specialize in that, but remember, you're going to get a lot of competition from Israel, South Korea, and Turkey. Okay? You could focus your research and development on very specific technologies, ones that Europe either needs or leads in, so diesel submarines, naval missiles. The other thing that Ethan and I suggest is the China model. Okay? That is, Europe is going to have a large demand for weapons. It has considerable manufacturing capacity. Its actually defense industrial base is a little newer than the American defense industrial base. All right, and like China, you can leverage that demand and your ability to manufacture something in exchange for technology and some sense of sovereignty, which is what China's been doing with the rest of the world for the past generation. And then one more caution: do not count on disruption. Okay, you can't count on the fact that all this technological investment by the United States that's been sunk into its current military is going to be worthless because of drones. Okay, first of all the civilian technology that might be incorporated into drones, AI, quantum, what have you, the United States has a significant research lead in that over Europe. And if the United States isn't doing it, it's not going to be Europe that's going to be doing it, right? It's got to be a place like China, okay? But if the United States is refusing to integrate with the Ukrainian military, which is learning a tremendous amount about disruptive technology, that is certainly an opportunity for the European defense base. And then the final thing, if you really care about reducing your investment or using your resources widely and shifting them to research and development, then you have to be like the United States in the Cold War, which is basically we're going to underemphasize conventional weapons and double down on nuclear. That's all I got. Thanks. Merci beaucoup, Jonathan, pour ces remarques. Alors, je retiens donc quand même le très fort disclaimer que vous avez des attaches très fortes avec le continent européen et que vous n'êtes pas là pour critiquer. Oui, et Ethan, vous vouliez compléter ? Juste très rapidement, encore je veux souligner que notre critique de le rapport Draghi, c'est que le secteur défense n'est pas comme les autres secteurs. Ce n'est pas comme le digital, ce n'est pas un autre secteur. Les problèmes ne sont pas que économiques. Les problèmes de la défense européenne, c'est les problèmes stratégiques. Et ça, c'est une fonction de la menace. Et les États européens ont une perspective très différente, l'un sur l'autre, sur la menace. Et ça, c'est une profonde différence entre notre perspective et la perspective, par exemple, de le rapport Draghi. Juste, deuxième point, très rapide, sur la recherche et développement. Croyez-vous que le F-35
le programme de F-35 a commencé pendant les années Clinton. C'est à ce moment-là qu'on a développé la technologie furtive pour le F-35. C'est 40 ans maintenant. C'est ça le problème du délai. Si on attend, le délai est radical. Ali. Alors, Élie, s'il te plaît. Merci Amélie, merci John et Ethan pour leur papier qui nous a forcé à réfléchir à une réponse parce qu'on était au départ parti sur un stand-alone paper et en même temps voilà, on travaille sur l'editing, on sentait bien qu'on était qu'on avait du mal à accepter tous les arguments de Ethan et John, et en même temps, ils étaient extrêmement bien formulés et stimulants. Et donc c'est le débat intellectuel qui s'est imposé à nous d'une certaine manière. Et effectivement, en discutant beaucoup avec Léo, on a dit on ne va pas leur faire changer d'avis, mais on va donner une vision qui est la nôtre, avec des points communs et je pense des constats qui sont partagés, mais aussi des points de divergence. Donc Léo n'est pas à côté de moi pour échanger, mais évidemment c'est un travail qu'on a fait en commun. Le point commun, alors peut-être que c'est dans ce que vous appelez la conventional wisdom, les aspects qui sont connus et reconnus, mais je pense que c'est important toujours de les évoquer. Donc la fragmentation de la BITD européenne, elle est notable. Historiquement, le fruit évidemment des trajectoires des États, des préférences nationales, même si on a une tendance à la réduction de cette fragmentation qu'on commence à noter, j'y reviendrai. Et effectivement, elle produit des effets sous-optimaux en termes de capacité, de production, mais aussi de soutien, de maintenance, etc. Autre point de convergence, de constat, de départ, c'est le recul ou les impasses qui ont été faites par les Européens sur certaines capacités particulières, de niche. Ethan évoquait la technologie furtive. Alors, effectivement, les Européens ont développé, par exemple, une génération dite 4.5 d'avions de combat qui ne prennent pas l'essentiel des aspects de la réduction de la signature électromagnétique. Pour autant, la R&D sur la furtivité a été poursuivie pendant ces 40 années. Il y a eu des choix qu'en termes de procurement, la furtivité n'a pas été adoptée, mais il y a des prototypes furtifs qui ont été testés. Et je pense que si les Européens se lancent, que ce soit les Britanniques et les Italiens avec les Japonais dans GCAP, ou les Français, les Allemands et les Espagnols dans FCAS, qui proposent une technologie furtive, ils ne partent pas de là où les Américains partaient il y a 40 ans, mais parce qu'il y a eu un investissement en R&D. Mais bon, il faut évidemment reconnaître il y a ce trou. Il y a d'autres trous qui ont été abandonnés. Je pense par exemple aux lance-roquettes longue portée. Il n'y a pas aujourd'hui sur étagère pour les Européens un équivalent du HIMARS ou encore plus. Des missiles longue portée type ATACMS ou la nouvelle génération qui arrive avec le PRSM, etc. Bon, ça, c'est des impasses qui ont été faites et qui sont en partie le résultat de ces financements inférieurs qui étaient évoqués et de cette fragmentation. Et enfin, alors en français, on n'a pas la différence entre capability and capacity, mais il y a une différence donc entre les niches de capacité, la qualité qui nous manque sur certains points, et il y a surtout le problème de
quantité, c'est-à-dire la capacité à produire en masse. Et là, de ce point de vue-là, on a une BITD européenne qui a été pendant 30 ans sous des commandes à dose homéopathique, et donc qui a ajusté son outil de production à des très faibles niveaux de commandes. Et effectivement, on s'est retrouvé après le déclenchement de la guerre d'invasion à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine, confronté à un outil productif qui était en manque d'investissement en capital productif. Pour autant, sur tous ces points-là, les choses commencent à bouger depuis 2022. Et ça, c'est des éléments qui nous semblent importants à garder en tête. La fragmentation commence à être en résorption. Il y a un certain nombre de matériels qui sont hérités, qui ne vont pas être remplacés, ou qui ne seront remplacés que par des systèmes communs. Je prends l'exemple des chars de combat. Vous aviez les Britanniques qui avaient le Challenger, vous aviez les Italiens qui avaient l'Ariete, vous aviez les Français qui avaient le Leclerc, les Allemands avec le Léopard. On avait au moins 4 grands programmes de chars. On voit bien qu'on n'aura que 1 ou 2 grands programmes de chars pour la génération suivante, et je peux continuer. On va sans doute pas se retrouver avec 3 avions de combat de 6e génération, même si on peut en discuter, mais les Suédois, avec le Gripen, ont déjà plus ou moins lâché l'idée que, par exemple, ils continueraient sur leur propre lancée. Donc, à mon avis, on a un streamlining, une rationalisation de cette fragmentation qu'on voit déjà à l'ordre du jour, avec des instruments européens qui vont y pousser pour des commandes communes. Les programmes EDIRPA et EDIP pousseront dans ce sens. On a un investissement en capital qui a commencé à s'accroître aussi, pas tellement en France malheureusement parce que les commandes n'ont pas massivement augmenté, mais en Pologne, par exemple, je prends un exemple, la Pologne a passé il y a 2 ans et demi à MBDA une commande massive de missiles de défense antiaérienne CAM-IR, qui est un peu l'équivalent du MiG-AVL en France, donc courte moyenne portée. On a une usine MBDA qui est sortie de terre en l'espace de 2 ans, et aujourd'hui vous avez une capacité de production qui n'existait pas. Donc la production capacity au sens anglais du terme, la capacité à produire en masse, elle commence à remonter. Il y a un investissement en capital qui était très faible, qui commence à augmenter. Il y a un travail sur les chaînes d'approvisionnement aussi qui a été fait, avec un certain nombre de goulets d'étranglement qui commencent à être pris en compte. Un exemple en France, pour le coup, on s'est rendu compte que quand tout le monde avait besoin d'augmenter la production d'obus d'artillerie, il y avait un goulet d'étranglement qui était la poudre. Et donc, il y a eu un rapatriement ou une relocalisation en France et en Suède à travers la firme Orenco, par exemple, de la capacité de production. Donc, il y a un certain nombre de choses qui font que, à mon sens, le tissu industriel européen est en train de se rationaliser. Je prends en compte votre point essentiel sur la différence de perception de la menace. Je le partage. Est-ce que l'augmentation de la menace dans un paysage diversifié en termes de perception augmente forcément le gap de perception? J'en suis pas sûr. Et le gap d'orientation, parce qu'en fait, vous avez une menace russe qui est aujourd'hui dimensionnante pour un certain nombre de pays européens, qui est moins dimensionnante pour d'autres. Je reconnais tout à fait ce point-là. Pour autant, je ne vois pas d'autres menaces qui tirent un autre club de pays européens dans une autre direction. En revanche, et je vais y venir, on a bien une divergence d'appréciation de la menace grandissante entre les États-Unis et l'Europe. Et ça va poser un problème, à mon avis, sur la relation, sur la qualification de la R&D américaine pour répondre aux besoins européens. Donc, la réalité en Europe, c'est que les pays qui ressentent moins la menace russe,
pense par exemple à certains pays du sud de l'Europe latine, et ben, sur le plan industriel et capacitaire, ils vont tout simplement être embarqués sur des requirements, sur des capacités qui sont calquées sur la menace russe, mais ils n'ont pas de réponse alternative, où ils ne vont pas faire diverger la R&D et encore moins les spécifications. Bon, ensuite, dans le papier avec Léo, on revient point par point sur un certain nombre de catégories de systèmes dans lesquelles les Européens nous semblent, en dépit du gap de R&D, avoir réussi à maintenir une proposition sur étagère tout à fait compétitive par rapport à ce qui existe chez les Américains, au point de remporter un certain nombre, et un nombre grandissant en fait, de contrats sur du procurement américain, tout simplement parce que la qualité technologique ou les solutions technologiques n'étaient pas satisfaisantes aux États-Unis. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. On en a dans le champ des systèmes terrestres, par exemple avec l'actuelle compétition pour le remplacement des Bradley, où aujourd'hui, en fait, les deux seuls systèmes en compétition, que ce soit l'ASCOD de General Dynamics Land Systems ou ou le Lynx de Rheinmetall, sont deux systèmes en fait européens. Celui de GD est en fait basé sur un programme européen. Dans le champ naval, on pourrait en parler aussi. Le programme Constellation des frégates Constellation de l'US Navy est de manière très, très bien connue, fondé sur un design et des équipements de mission essentiellement européens. Des systèmes aériens, alors en dehors des aviations de combat, on a les fameux exemples des ravitailleurs en vol, MRTT. Je ne vais pas revenir sur l'histoire du contrat des MRTT avec l'US Air Force, mais on sait qu'en tout cas, la compétence technologique était bien présente. Tout ça pour dire que le Pentagone, si le Pentagone considère sérieusement des offres européennes sur l'acquisition, c'est bien que le décrochage européen n'est pas si frappant que ça. Le dernier exemple était dans le champ des missiles, notamment je prenais l'exemple du missile RR Meteor, avec une propulsion à statoréacteur, qui est une technologie qu'on ne retrouve pas sur son compétiteur américain AMRAAM par exemple. Il ne s'agit pas de dire c'est mieux ou c'est pas bien, il s'agit de dire qu'en fait, en termes d'âge technologique, il n'y a pas de décrochage aujourd'hui, en dépit du sous-investissement en R&D qui était évoqué. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas finalement ce décrochage? On propose quelques éléments de réponse dans le papier. L'une des raisons étant ce qu'on estime être l'efficience de la R&D européenne. Efficience, pas efficacité. Efficience parce qu'avec moins de moyens, vous ne pouvez pas vous permettre d'échouer de la même manière que l'industrie américaine peut se permettre d'échouer. En Europe, il aurait été impensable d'imaginer un fiasco comme celui du DDG-1000 Zumwalt, parce que vous avez une technologie qui n'était pas mature, comme le Ray Gun. On n'aurait pas pu imaginer un fiasco comme celui des LCS, le Littoral Combat Ship, qui ont été mis à la casse seulement 3 ou 4 ans après avoir été acquis, tout simplement parce qu'il n'y a pas les mêmes moyens, et d'une certaine manière la contrainte budgétaire, elle force à une forme d'efficience, et l'euro investi dans la R&D européenne de défense a tendance à être peut-être mieux dépensé. Alors ça fait sans doute des trous, ça fait sans doute une aversion au risque qui explique le retard sur la furtivité, qui explique peut-être le retard sur des ruptures majeures. On l'a vu sur les drones, il y en aura sans doute d'autres, mais ça explique aussi qu'en dépit d'un moindre investissement, vous n'avez pas forcément un décrochage qui est à la hauteur de ce moindre investissement. Ne vous y méprenez pas, je pense que ce serait mieux si on avait plus de R&D pour la défense européenne, mais il y a des effets qui sont frappants là-dessus. Ensuite, je reviens sur les questions de requirements et de divergence de la menace. On a, et je pense pas forcément pris assez au sérieux, un développement capacitaire américain
qui, depuis une dizaine d'années maintenant, et a fortiori à l'avenir, continue d'être marqué et sera de plus en plus marqué par la menace chinoise. C'est écrit par la National Defense Strategy de l'administration Biden. Je pense que ça restera le cas dans les différents documents cadres de l'administration Trump. Ça l'était dans Trump, pour la première administration Trump. L'Amérique se calque sur le développement capacitaire extrêmement rapide de l'armée populaire de libération chinoise, là où l'Europe est de plus en plus marquée par une menace russe. De ce point de vue-là, je pense que de comparer d'une certaine manière le niveau de R&D américaine qui est calqué sur la progression de la menace chinoise est peut-être misleading, peut-être une mauvaise manière de voir les choses, là où en fait on devrait comparer la R&D européenne et les capacités américaines et les capacités européennes face à la menace qui est la plus immédiate pour eux et à laquelle ils devront peut-être faire face sans aide américaine conventionnelle majeure, qui est cette menace russe. Et donc de ce point de vue-là, est-ce qu'on n'a pas une erreur de parallaxe en regardant les choses sous cet angle-là? Je terminerai sur 3 points qu'on pointe dans le rapport sur les risques liés à une dépendance trop importante vis-à-vis d'une base industrielle et technologique de défense américaine, y compris en termes de technologies les plus récentes. Tout d'abord, on a un problème aujourd'hui de livraison et de priorisation des livraisons de l'industrie américaine. Je pense que toutes les nations européennes impliquées dans le programme F-35 le savent. Tous les pays qui ont commandé des missiles Patriot le savent. Il y a aujourd'hui une congestion de l'appareil productif américain qui lui aussi a ses limites, qui lui aussi a été calqué sur un niveau de commande issu de la guerre contre le terrorisme et pas issu de la compétition avec des grandes puissances. Et si les États-Unis ont pu être à la hauteur des attentes dans les 3 premières années de la guerre en Ukraine en termes de livraison, c'est grâce au stock de l'armée américaine. Et c'est Presidential Drawdown Authority qui a permis ça, pas grâce à la production de l'industrie de défense américaine qui a mis du temps. Et d'ailleurs, il y a une stratégie de défense industrielle de défense américaine qui est sortie pour essayer de faire en sorte un certain nombre de choses là. Donc on a des délais qui sont considérables et il suffit d'imaginer un contexte dans lequel les États-Unis seraient impliqués dans un conflit de haute intensité face à la Chine. À ce moment-là, quelle serait la priorité à donner aux livraisons export aux Européens? Il me semble que les Européens dépendants de livraisons produites sur le sol américain pourraient se retrouver dans une situation extrêmement compliquée face à potentiellement un scénario d'agression simultanée de la Russie contre l'Europe et de la Chine contre Taïwan, par exemple. Un deuxième point inquiétant vis-à-vis de la dépendance à la BITD américaine, c'est la limitation à l'usage. On l'a vu de manière très très claire en Ukraine avec les frappes dans la longue portée sur le territoire ukrainien. Vous avez un matériel américain, il y a une autorisation dont vous dépendez des autorités publiques américaines à utiliser ce matériel dans certaines circonstances. Si les États-Unis ne souhaitent pas, pour des raisons politiques qui je ne discute pas ici, vous voir utiliser un certain nombre de systèmes contre un adversaire qui est le vôtre, ils peuvent techniquement l'empêcher, puisqu'il y a un certain nombre de systèmes qui passent par une autorisation technique. Et ça, je pense qu'un certain nombre d'Européens
quand même, garderont ce souvenir pendant longtemps des ATACMS, du ban sur de l'interdiction sur les frappes dans la profondeur, et feront réfléchir aux implications de cet aspect. Le troisième aspect, c'est le contrôle à l'export avec les fameuses normes ITAR. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a des gens qui connaissent beaucoup mieux le sujet que moi ici, mais évidemment, si vous avez une imbrication de composants électroniques américains massifs dans votre système de défense et dans votre système productif, et bien évidemment, vous avez des contraintes à pouvoir commercialiser vos propres systèmes ou faire des cessions, comme par exemple céder à l'Ukraine aujourd'hui un système Patriot pour l'Allemagne. Ça demande une validation ITAR par les États-Unis. Ils peuvent la donner, ils peuvent, dans un contexte demain différent, ne plus la donner. Pour conclure, je dirais que notre réponse n'est pas de dire il faut une autonomie européenne totale sur l'industrie défense, mais simplement il faut changer les termes de l'accord. Les Américains, à leur initiative, ou en tout cas l'administration actuelle, à leur initiative, entendent changer les termes de la relation qui les lie de sécurité avec les Européens. Et encore une fois, ce n'est pas à moi de juger de l'opportunité ou pas de le faire. On peut le regretter, on peut s'en lamenter, mais je pense qu'il faut l'entendre et agir en conséquence et négocier désormais un nouvel équilibre. Soit on accepte des dépendances consenties mutuelles et la garantie implicite qui était celle des Américains en disant si vous achetez américain, vous aurez une implication politique américaine plus forte en Europe, n'est plus aussi crédible qu'avant. Donc ça peut se traduire par des offsets industriels sur lesquels les Américains et la BITD américaine a toujours été plutôt réticente. Ça peut passer par un assouplissement des réglementations comme ITAR ou comme des garanties sur le fait que le contrôle à l'usage ne sera plus aussi déterminant qu'il l'était par le passé. Et s'il n'y a pas d'accord, eh ben, les Européens peuvent se tourner sur d'autres partenaires, d'autres options. Et John évoquait la montée en puissance de technologies émergentes sud-coréennes, israéliennes, turques, qui offrent aussi des options compétitives sur le marché, et évidemment développer ses propres systèmes avec un horizon stratégique et opérationnel qui ne sera pas forcément le même que celui des États-Unis. Voilà, j'étais un peu long, désolé. Merci pour votre attention. Merci Elie. J'aimerais juste rajouter un point concernant votre présentation et notamment ce que vous avez dit sur la Pologne. La Pologne, évidemment, est présentée comme un exemple d'État qui achète sur étagère tout azimut, sauf qu'en fait, il faut comprendre que le programme polonais s'inscrit en fait dans une vision qui va jusqu'à 2040. C'est-à-dire que dans un premier temps, on achète sur étagère, c'est du gap fillers, c'est notamment pour compenser tous les dons qui ont été faits à l'Ukraine. Ensuite, il y a une deuxième partie du programme qui viendra notamment dans les années 2030 sur la polonisation des équipements achetés. Et ensuite, la quatrième étape qui nous emmène presque jusqu'à 2040, c'est vraiment l'émergence de capacités nationales et l'émergence, ce qui évolue en tout cas par les décideurs polonais, de la Pologne comme une industrie, un nouvel acteur en fait de l'industrie de défense. Donc si la Pologne vous intéresse, j'en profite pour dire qu'avec Léo Peria-Peigné, on a publié un rapport sur le réarmement polonais justement. Donc ne présenter la Pologne que comme un pays qui sent la menace et qui donc est forcé à acheter sur étagère est une vision peut-être un peu réductrice. Ethan et John, avant qu'on passe la parole au public, est-ce que vous voulez peut-être réagir brièvement sur ce que vient de dire Elie? Ethan, je vous en prie. So I want to thank General Montague for bringing me my headset. That was very nice of him. It's pretty cool when a general brings you your translator. I mean, Ellie makes great points. Emily makes great points. The bottom line is, how much are you willing to collectively spend? And if you don't have infinite resources, what are the choices you're going to make? I would ask my European colleagues, you have to tell me a story why somehow the collective European R&D capacity for defense is so much more efficient than the United States.
that you can spend 1/13 of what the United States has been doing for decades and tell me you're going to get the same results or similar. The second thing I would caution is, and this is actually hard, Ellie and I probably struggle with the same question, is how much research is enough? That's really hard, right? And what do you do your research on? I think there should be more research on that. There is some research on what more collective procurement would look like for Europe, and if we could do something for research and development, that'd be great. But that research makes me think, this is from ECPRS, the Parliamentary Research Service, EPRS. If the EDA gets to 30%, the EDA goal of 30% procurement, that's going to save 11% of your procurement budget. You are not going to get there by even a massive amount of collectivization. So you have to really think about the amount of money that this is going to cost and then make choices. Ellie, une chose que tu as dit, si j'ai bien compris, c'est que l'armée russe n'est pas au point, alors ce n'est pas nécessaire d'avoir l'autre technologie de lutter contre eux. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. L'Europe ne veut pas lever une armée de masse de faire ce genre de guerre contre les Russes. L'Europe va faire les autres technologies contre les Russes sur le champ de bataille. Que c'est une guerre rapide, que ce n'est pas une guerre sanglante, parce que je pense que la population européenne n'est pas prête pour une première guerre mondiale encore. Alors, l'idée qu'on peut... C'est pas ma recommandation. Non, bien sûr que non, mais l'idée que vous n'avez pas besoin d'une technologie cutting edge pour lutter contre la Russie, je pense que c'est complètement faux comme supposition. Le point n'est pas de dire qu'on a besoin de moins de technologie, c'est juste que les requirements ne sont pas les mêmes. Par exemple, on voit les Américains renoncer à des investissements dans certains domaines terrestres qui seront utiles face à la Russie. Il y a des investissements américains massifs pour couvrir les extrêmement longues distances de l'Indo-Pacifique qui ne correspondront pas au champ de bataille européen face à la Russie. Les performances de l'armée russe et les investissements dans la R&D russe, effectivement, ne sont pas les mêmes. Ça ne veut pas dire que il ne faut pas être malin, utiliser notre avantage technologique, et on le fait, et je pense qu'on a avantage Oui, c'est coûteux, bien sûr, bien sûr. Non, mais là où on a un point d'accord, c'est que de toute façon, on n'arrivera nulle part si l'augmentation des dépenses d'acquisition et de R&D n'augmente pas et n'augmente pas de manière proportionnelle. Et je pense que c'est bien le débat qui se tient aujourd'hui en Europe, en France, et on va bien en passer par là. Je ne dis pas qu'on aura suffisamment avec ce qui est mis actuellement sur la table. Les insuffisances sont très claires et je pense que nous les partageons. La question c'est effectivement, comme dit John, how much is enough? How much research is enough? Et de ce point de vue-là, je pense qu'on n'est pas forcément sur la même ligne et sur les mêmes exigences, ni technologiques ni opérationnelles. Mais on peut en discuter.